Avant, quand je prenais l'avion, le personnel de cabine exécutait une petite chorégraphie expliquant les gestes à poser en cas de catastrophe. Aujourd'hui, ce sont des vidéos qui s'en chargent. En tout cas, personne ne proteste en disant que c'est défaitiste ou déprimant d'envisager un accident. Et on sait tous que ces gestes ne garantissent rien. Ils sont juste considérés, suite à l'expérience acquise, comme la meilleure manière d'espérer survivre. Dans le cas des basculements qui menacent, est-ce que nous prêtons attention aux conseils de survie basés sur l'expérience humaine? Est-ce que nous écoutons ceux qui ont identifié objectivement les comportements qui sauvent? Est-ce que nous osons les répéter inlassablement aux oreilles de nos enfants, de nos proches, de nos semblables? When the strongest storm hit my country, my brother was there in the heart of the city, and he almost died, but he survived. And he survived by staying together with a group of people. Yeb Sanyo évoque l'effroyable cyclone Haiyan qui a dévasté les Philippines en 2013, au moment où il était lui-même délégué à la COP19 à Varsovie. The typhoon or the storm was battering the whole city, and it was totally dark. They could not see each other's faces, but they just stayed together, and they never knew each other. But since they stayed together, they were able to survive. The whole city was devastated, and thousands died. How do we make sense of all of that tragedy? I guess we recognize that for us to transcend tragedy, you need all of the love in the world, and harness that and see how much love you can give. L'entraide, elle sort dans les situations difficiles, tu vois, les milieux hostiles, les catastrophes, les tsunamis, attaques terroristes, tout ça. En fait, l'entraide sort spontanément, enfin plus facilement, quand c'est des questions de vie ou de mort. Qu'est-ce qui pousse un soldat à se lever de la tranchée et aller se prendre une rafale de mitraillette? C'est complètement absurde, tu vois, ça va à l'encontre de tout. Ce qui pousse ces soldats à se lever, à se battre, majoritairement, c'est pour pas laisser leurs frères tout seuls. Parce qu'il y a une fraternité entre soldats qui naît. C'est des moments très intenses parce qu'ils sont face à la mort. Et quand tu es face à la mort, tu développes des liens de fraternité. Là, on peut parler d'amour si tu veux, ou en tout cas d'entraide, hyper puissants. Et c'est vrai que nous avons tous fait cette expérience que dans des situations les plus épouvantables, qu'elles soient, comment nous ressentons au fond de nous, non pas peut-être simplement la réalité de l'amour, parce que si c'était ça, on pourrait toujours se dire que ce sont nos glandes qui fonctionnent bien et qui produisent exactement l'antidote dont nous avons besoin, et finalement tout ça, c'est finalement peu de choses. Peut-être pas la réalité de l'amour, mais l'urgence de l'amour, la possibilité de l'amour, au minimum le désir de l'amour. Il n'y a donc pas de sadomasochisme moral là-dedans. On n'est pas heureux d'avoir mal pour voir l'amour, on n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que si on est honnête, à travers ses propres larmes, on sent cette capacité positive, cet amour qui pointe, je le dirais de cette manière-là. Est-ce que le mal dévoile ? Parfois on a l'impression que c'est face à la catastrophe qui vient, qu'il y a une espèce de sursaut, moi c'est vrai que dans mes sources d'inspiration ces dernières années, j'ai beaucoup puisé justement chez des auteurs qui ont vécu la Shoah, qui étaient face à l'absurdité du crime de masse, et que c'est là qu'on voit un déploiement d'amour, de don de soi, de résilience et personnelle et collective, et on se dit comment se fait-il qu'on puisse oublier si souvent ça dans le quotidien beaucoup plus banal.
En ayant vécu pas mal de moments de chaos en tant qu'ambulancier, en tant que formateur, enfin, il y a plein d'endroits où je peux être dans des moments de chaos. Et après des phases assez critiques de début, où les personnes sont désarçonnées, il y a vite un filet d'entraide qui est là. On sent qu'on est câblé en tant qu'humain pour se relier. Alors je dis pas que tout le monde va être dans ça, mais je pense que ça risque fort d'être marginal, ceux qui vont profiter des situations, ceux qui vont, je dirais, être vraiment négatifs par rapport ou nocifs par rapport aux autres. Beaucoup de gens sont incrédules hein, quand on leur dit que l'entraide sort spontanément. Ils font « Non mais c'est des conneries tout ça, on est tous en compétition, on est tous égoïstes et tout ». Mais en fait c'est parce qu'on est dans un confort et on n'a pas... on risque rien. Je pense que notre compétition elle est juste un luxe d'un moment où on n'a pas l'impression d'avoir besoin les uns des autres. Mais, je crois que c'est un joli décor, mais ça va tomber. J'ai un ami qui a beaucoup travaillé sur les Moken et les Moklen, c'est des nomades de la mer en Thaïlande. Et ils adorent jouer à la loterie. Et quand ils gagnent, ils dépensent tout de suite. Et ils donnent tout aux autres. Parce qu'en fait, disent-ils, le pire malheur qui puisse vous arriver, c'est d'être riche. Parce que être riche, c'est finir par croire qu'on n'a plus besoin d'autrui. On a pu développer des idéologies de la compétition. Et pourquoi? Parce qu'on est tous riches. On n'a pas besoin de notre voisin, donc c'est facile de dire ouais, je peux m'en sortir tout seul. Et puis quand ça se durcira, on sera obligé. Et les compétiteurs, les individualistes, ce sera les premiers à souffrir. C'est-à-dire que si effectivement la mode survivaliste s'étend, hein, au sens où le type qui se barricade dans son bunker, etc. Voilà, le problème c'est qu'il est sûr de mourir et de faire mourir les autres. C'est l'attitude la plus stupide. C'est renoncer à son humanité. Et les valeurs morales sont apparues chez l'humain pour des questions de survie. C'est ça que dit l'entraide. En 2017, Pablo et Gauthier ont publié un livre intitulé « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». L'entraide, c'est en fait une vision scientifique de ce qu'il y a derrière l'amour ou la bienveillance ou ce que tu veux. Tu vois, l'empathie, la réciprocité, l'entraide, c'est tous des mots scientifiques, la coopération, les neurones miroirs, l'ocytocine. En fait, ça décompose de manière scientifique tout ce qui rassemble les êtres vivants. Voilà, les forces qui rassemblent les êtres vivants. Pourquoi les êtres vivants ils se rassemblent? Parce qu'on vit plus longtemps, on vit beaucoup mieux, on survit mieux, tu vois. C'est un processus aussi biologique de l'évolution. Ce qu'avait déjà vu Darwin, hein, en fait, c'est que sans solidarité, eh bien, à un certain niveau d'organisation, le vivant disparaît. La vie, en ce sens-là, la vie est amour. Même si en même temps, la vie se nourrit de la vie. Tout le paradoxe qu'il faut arriver à assumer. C'est les deux à la fois. Mais sans prédation, il n'y a pas de vie, puisque la vie se nourrit de la vie. Et sans amour, il n'y a pas de vie non plus. Et la grandeur des collectifs humains, c'est de savoir faire passer l'amour largement avant la prédation. Et sans ça, on ne va pas y arriver. Et c'est ce qu'on disait dans l'intro, c'est comment ça se fait qu'on ait été obligé d'écrire ce livre, quoi? Pourquoi c'est pas enseigné dans toutes les classes, dès la primaire, la maternelle? Pourquoi c'est pas la base de l'enseignement? Et là, l'enseignement, quand on le voit, enfin moi j'en ai subi un, je sais pas si ça a changé, mais je pense que c'est relativement pareil, mais ça nous enseigne quoi? La compétition. Comment on nomme l'entraide? Un examen, ça s'appelle de la triche. Tu vois, on nous apprend la compétition, la hiérarchie, la quantification, tout ce qui est en train de détruire notre société en fait. Probablement la coopération avec autrui, pour dire ce mot-là. Mais on peut dire l'entraide, on peut dire la solidarité, on peut dire l'amour, commence par l'application à soi de tous ces mots-là. Autrement dit, que la question aujourd'hui, c'est pas que les gens se replient,
Selon moi, la question, c'est que les gens ne sont pas assez auprès d'eux-mêmes, de soi-même, pour pouvoir se placer auprès des autres. Et qu'une des bonnes manières de rater la coopération, c'est d'y aller spontanément, d'y aller d'office, d'y aller en premier lieu. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que j'appellerais, mais en souriant, une éducation altruiste ou une éducation à l'altruisme, elle serait extrêmement dangereuse et nous ferait retomber, me semble-t-il, dans des travers qu'on a connus, souvent à l'ombre d'établissements religieux, pas forcément chrétiens d'ailleurs, c'est-à-dire dans quelque chose d'une charité mal ordonnée. Cette coopération, chez nous les humains, on ne parle pas des oignons et des poireaux, mais chez nous les humains, elle passe par un premier rapport à soi, qui est un rapport à soi fondateur d'un soi, qui sera à ce moment-là riche de soi et riche de soi à donner. Se ramenant à soi, comme dit Augustin, on est ramené à son Dieu, qui est au fond de soi, et c'est ce Dieu-là qui envoie et qui rend possible la coopération. Je sens à quel point le rapport au monde, la façon d'agir, la façon de faire, le lien avec les autres est vraiment très différent quand je suis assis dans l'amour, sous 1000 formes, et quand c'est pas le cas. Et pour moi, l'opposé, en tout cas le contre, c'est pas amour-haine, c'est amour-peur. Je vois fort cette... L'amour avec un signe négatif, c'est la peur, c'est pas la haine pour moi. Quand on s'assied dans cet amour, quand on s'établit là-dedans, alors ce qui est fait vient de l'intérieur et rayonne et ne coûte pas d'énergie. Comme si on était branché à la source. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on est fatigué, qu'on n'est pas fatigué en sortant, mais il y a une... C'est pas l'énergie qui a été puisée dans nos ressources. On n'a rien perdu. Il y a un autre mot pour le dire, c'est la règle d'or, qu'on entend aussi bien dans l'évangile de Matthieu que de Luc. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ça ouvre à l'infini du désir de ce que je voudrais que les autres fassent pour moi, mais c'est moi qui me mets au service du reste de l'humanité. Et j'en reçois toujours le centuple de ce que je donne. Voilà. En fait, il n'y a pas de relation humaine sans ça. Ça commence par la mère et son enfant, puis très vite le papa. Et dans aucune de nos relations véritables, c'est absent. Donc la vraie question, c'est comment nous réussissons à mettre ça sous le boisseau et à nous construire un imaginaire de nos relations sociales dans lequel l'amour serait absent. Alors Pascal parle du divertissement, mais on pourrait aussi parler quand même du péché aussi, qui est... on se raconte des films pas possibles pour se dire les uns aux autres que ce qui nous relie, c'est autre chose que l'amour. C'est la maximisation du profit, c'est le rendement sur action, c'est, je sais pas quoi, la main invisible des marchés, tout ça, c'est des fariboles. Le problème du mot amour, c'est qu'il y a plein d'amours différents. Tu vois, l'amour filial, fraternel, l'amour maternel, l'amour passionnel, il y a l'amour de Dieu, l'amour tout ce que tu veux. Donc c'est un peu un mot fourre-tout. Il y a des gens qui disent tout est amour, voilà, la clé c'est l'amour. Ouais. Il faut toujours remettre en contexte et voir avec qui tu parles, avec qui tu dis ce mot, tu vois, mais tu peux pas faire sans. Je pense qu'on doit nettoyer ce mot-là. On doit le nettoyer de toutes les connotations souvent refermantes qu'on a mis dessus. Ça, je crois que c'est un boulot à faire. Mais sinon, c'est le mot qui pointe le mieux vers ce qu'est Dieu, si on le dirait comme ça, ou ce qui tient le monde, ou ce qui nous relie, ou ce dans quoi on baigne. C'est ce que tous les peuples ont nommé amour. Poser les mots, oser poser les mots n'est jamais anodin. Je crois que quand on pose un mot comme celui-là, on donne une permission. Dire aux personnes, vous avez le droit de vous aimer les uns les autres, je ne sais pas si c'est un devoir, peut-être c'est même un devoir, mais en tout cas vous en avez le droit. Vous avez le droit d'ouvrir vos cœurs. C'est peut-être donner la première permission en fait. Donc là où Pablo Servigne et ses amis ont tout à fait raison, c'est nous rappeler qu'une des grandes leçons
de la biologie, notamment de la biologie évolutive aujourd'hui, c'est que les espèces qui prospèrent sont des espèces qui coopèrent, que le secret de la vie, c'est la coopération, ça n'a jamais été la guerre de tous contre tous, et que notre expérience humaine la plus basique, la plus élémentaire, la plus fondamentale, c'est l'amour, et pas du tout la haine de l'autre. La haine de l'autre est dérivée, c'est une jalousie angoissée, craintive, parce que aimer l'autre, c'est se rendre vulnérable. Et à partir du moment où je suis vulnérable, évidemment, l'autre peut en profiter. C'est ça le drame de l'amour. C'est j'accepte de sortir de ma carapace, d'ouvrir, là où je suis tendre. Là où je suis tendre, c'est là où je suis vulnérable, fragile. Si je suis fragile, je peux aussi faire l'expérience de la souffrance, évidemment. Que l'autre peut en abuser, l'autre peut me faire mal. Et c'est quand j'ai fait l'expérience que l'autre peut me faire mal, qu'à ce moment-là, je peux devenir mauvais, malheureusement. C'est-à-dire, ah, je savais bien qu'au fond, toute cette promesse de vie était un mensonge. Alors moi, je vais me venger. On ne m'aura pas une deuxième fois. Mais ceci n'est possible que parce que ce qui est premier, ce qui est primitif, ce qui est le plus élémentaire, c'est l'amour, c'est la tendresse. Et c'est quand la tendresse, malheureusement, est le lieu où on peut abuser de moi et me faire souffrir, me faire violence, que à ce moment-là, malheureusement, je peux être tenté de me dire, bon, ben, c'est ça la vérité de la vie. Et évidemment, à ce moment-là, je me rends compte à moi-même un mensonge. Et je raconte un mensonge à tous les autres à qui je fais survivre ma propre violence. Je comprends pas, par exemple, les personnes qui disent on peut pas accepter tout le monde. Mais je comprends pas pourquoi quelqu'un serait plus prioritaire que quelqu'un d'autre. Même si c'est notre pays, je suis de la nationalité, enfin, pour moi ça n'a même aucun sens vu que c'est la terre de chacun. C'est la terre de tout le monde ici et pourquoi... C'est un petit peu ce qui m'oppose par exemple à un Viktor Orban qui se fait le héros de la défense de l'Europe chrétienne. Donc il en a fait un étendard de ralliement identitaire. Alors que moi, ma réponse est de dire, comme chrétien, je vais voir dans l'Évangile, et l'Évangile, c'est j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais dans le besoin, vous m'avez aidé, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, je suis un migrant en Méditerranée, vous me sauvez. C'est ça, la défense, si on veut vraiment parler de défense des valeurs chrétiennes en Europe, eh bien, c'est l'assistance aux plus petits, aux plus vulnérables. La question qu'il faut nous poser aujourd'hui, c'est où est le Christ dans nos vies? Et le migrant qui frappe à la porte de l'Europe aujourd'hui, ne serait-il pas pour nous le Christ aujourd'hui? C'est Emmaüs, cet homme venu de nulle part, qui ne connaît rien, qui est le dernier à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem, et qui chemine avec les deux pèlerins d'Emmaüs, c'est le réfugié climatique, le migrant d'aujourd'hui, qui vient nous rejoindre. Au nom de quoi pouvons-nous refuser de l'accueillir? Au nom de quoi? Je trouve ça bizarre de ne pas pouvoir accepter quelqu'un qui déjà fuit en désastre souvent. Du coup c'est horrible. Et puis de ne pas être accepté dans un monde où on a tout, où on est servi et on a juste peur de perdre notre maison 4 façades. En plus, nos sociétés auraient beaucoup à gagner à l'accueillir, parce qu'il a beaucoup à nous apprendre, c'est vrai. Et par exemple, dans une maison en Suisse que je connais où on accueille des réfugiés, les récits de vie de ces réfugiés, quand je peux les entendre, sont extraordinaires et très 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 instructifs pour nous. Voilà. On apprend de la part des survivants, parce que pour quelques-uns qui arrivent chez nous et qui ont survécu, il y en a beaucoup qui meurent, qui dans la Méditerranée, qui dans l'Himalaya, qui dans le désert. On apprend de ceux qui ont survécu comment on fait pour survivre, ça c'est clair. Et nos sociétés ont tout à fait beaucoup à gagner à apprendre ça aujourd'hui, plutôt qu'à le redécouvrir elles-mêmes dans quelques années lorsque ce sera notre tour. Mais c'est la même expérience que j'ai faite avec les enfants de la rue. C'est-à-dire, je croyais moi m'en occuper, et en fait c'est moi qui ai tout reçu d'eux. En fait. J'ai été envoyé comme coopérant du service national au Tchad, avec une ONG catholique. Ma mission, c'était d'être prof de maths et de physique dans un collège jésuite au sud du Tchad, dans une petite ville qui s'appelle Sahar. Ce que j'ai fait, avec beaucoup de bonheur. Dans le même temps, j'ai côtoyé beaucoup d'enfants de la rue. Donc j'allais le soir, avec les autres volontaires qui étaient avec moi, on allait souvent manger une petite salade au marché musulman. Et c'est au marché que les enfants de la rue de Sahar se réunissaient le soir pour aller dormir. Donc j'avais repéré ça, donc au début je suis arrivé avec de la quinine pour les aider à se soigner contre le paludisme, qui est le fléau contre lequel les enfants
n'ont aucun moyen de se prémunir. Parce que à la première crise de palu, en gros, ils meurent. Puis après, je leur ai acheté à manger, on a mangé ensemble, par terre, dans la rue. Puis après, je suis allé dormir dans la rue, avec eux. C'était l'époque où le président en place, le président de la République du Tchad, Idriss Déby, avait lancé un appel à la police, autorisant la police à exécuter sans jugement les voleurs pris sur le vif. Donc c'était une manière de terroriser les enfants et la population. Et donc j'ai loué à ce moment-là une maison en ruine dans laquelle ils pouvaient venir se réfugier dès qu'ils se sentaient pas en sécurité. De fil en aiguille, on est devenus des vrais amis, à tel point qu'ils m'ont protégé, alors ils sont devenus mes gardes du corps, contre notamment une femme à un moment qui voulait m'empoisonner. Alors dès qu'il la voyait, il lui jetait les pierres, c'était très efficace. Donc j'étais très protégé. Donc c'était évidemment une période dont je garde un souvenir absolument émerveillé. Et je peux dire que c'est les enfants qui m'ont évangélisé. C'est-à-dire qu'ils m'ont refait faire l'expérience qu'on a besoin de rien ou de pas grand-chose pour être heureux, que la joie est disponible, elle est là. Il faut y consentir. C'est un travail spirituel intérieur, de se laisser convertir à la joie du royaume qui ne passe pas par l'acquisition de biens matériels, voilà, mais qui est entièrement dans le secret de la relation avec autrui. Donc ces enfants-là, ils m'ont réappris ça. Moi qui arrivais de France par des diplômes, etc. Et j'ai petit à petit fait l'expérience que c'était eux qui veillaient sur moi et pas moi sur eux. Notamment une fois, on est allé dans un village de brousse et on a été accueillis dans la case où il y a des réserves de mil. Ils m'ont dit, écoute, toi tu vas dormir au milieu de la case et nous on va dormir autour de toi pour te protéger des rats, parce que les rats viennent la nuit grignoter un peu les sacs de mil. Et donc s'ils trouvent des corps humains jonchés sur le sol qui les empêchent d'accéder au mil, ils grignotent un peu les corps humains. Voilà. Et donc c'est là que j'ai compris que c'est eux qui me protégeaient en fait, c'était pas moi qui les... Voilà. Je pense que le fait que je sois devenu prêtre et jésuite est très lié à cette expérience. Ils m'ont fait redécouvrir quelque chose de l'ordre de la saveur du royaume. Ça, c'est très clair. La première personne du pluriel est tellement plus forte et plus intéressante que la première personne du singulier. Ce qui ne veut pas dire que l'individu ne compte pas, absolument pas. Je prends souvent la métaphore de footballistique, Dieu sait si j'aime pas le football, mais l'équipe de France de 98 qui gagne la Coupe du Monde, c'est bien sûr une collection d'individus qui ont tous des qualités remarquables, mais ce qui fait qu'ils gagnent, c'est qu'ils jouent l'équipe. Vous mettez l'un à côté de l'autre des super individus, ça ne fait pas une équipe. Ça se crée, dire-nous, ça se construit. Mais là, on est vraiment dans des dynamiques qui sont des dynamiques collectives, qui sont de recréer du tissu communautaire local, qui seul pourra être source de résilience, mais aussi de créativité. Parce que moi, c'est ma conviction qu'on est beaucoup plus intelligent quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Il n'est pas étonnant que la crise environnementale soit associée à une crise de la démocratie. On se rend bien compte que cette manière de résoudre des problèmes en déléguant à des technocrates le soin de choisir pour nous n'est pas aujourd'hui suffisante par rapport à des problèmes complexes qui supposent une coopération entre un très grand nombre de sensibilités différentes. C'est aussi que ça génère chez nous une réaction de créativité où on va chercher, on va puiser au plus profond de soi des réponses qui nous sont spécifiques, qui relèvent de notre être profond et qu'on a tous des trésors à mettre en commun. C'est le philosophe John Dewey qui a surtout développé cette idée que l'intelligence, notre capacité à résoudre le problème, passait par la démocratie la plus inclusive possible, grâce à l'hétérogénéité des points de vue, mais aussi grâce au phénomène de correction mutuelle des estimations de chacun. Tout le monde se trompe, mais comme ces erreurs se compensent les unes les autres, on finit par approcher la vérité provisoire qui se dégage. Je disais vraiment la clé de l'intelligence collective, c'est l'écoute. C'est vraiment le fait de pouvoir arrêter à certains moments nos jugements, nos pensées, et vraiment se dire qu'est-ce qu'est vraiment en train de me dire cette personne, qu'est-ce qu'est vraiment en train de me dire ce groupe, voir qu'est-ce que j'entends qui ne se dit pas. Et ça, c'est la clé. À un moment, qu'est-ce que j'entends
qui n'a pas encore été dit et qui est en train d'émerger. C'est ça la nouvelle idée. C'est cette écoute assez profonde. Et à un moment, il y a une personne qui va le formuler. Et c'est pas qu'elle est géniale et qu'elle est créative, c'est qu'elle va juste à un moment avoir écouté et dire. Et elle va se rendre compte, si elle s'écoute aussi, que ce qu'elle est en train de dire ne lui appartient absolument pas. Ça vient d'autre part. Ça vient de l'intelligence du groupe, ça vient de quelque chose de plus grand qui nous rassemble. Je pense que l'intelligence collective, elle naît de toutes ces recherches qu'on fait sur l'interdépendance du vivant. Tu comprends? Et de comprendre combien l'interconnexion d'une forêt, etc., est extrêmement intelligente. Le collectif intelligent, il est partout autour de nous. Et donc il est largement temps que les humains se le réapproprient. Ils l'ont eu, hein. Puis ça a été cassé pour pouvoir vivre cette époque d'explosion, d'isolement, voilà, mais ce savoir existe toujours, il existe dans la mémoire du monde, j'ai envie de dire. C'est les lois de Gaïa, c'est les lois de l'univers, en fait. L'intelligence est là tout le temps. Il y a juste à un moment, faut se le réapproprier, quoi. Et on est dans un temps comme ça. On se réapproprie l'univers. Ça peut aller très vite chez des personnes qui ont de la pratique. Parce que c'est comme vraiment, c'est comme n'importe quelle pratique, plus on va dedans, et plus vite ces parties-là de nos cerveaux et de nos inconscients se connectent, quoi. Chez des personnes qui ont très peu cette habitude-là, ça nécessite vraiment de rentrer en douceur et en profondeur, parce que c'est vraiment un désapprentissage de je dois me positionner pour exister. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je vais amener ma réflexion, mon idée, etc., ça va être au service du collectif et du groupe, plus que parce que j'ai besoin d'être reconnu. Du coup, si je veux pouvoir amener ça sans avoir besoin d'être reconnu, ça veut dire que le groupe doit m'offrir de la reconnaissance d'une autre manière. Ce qui compte, c'est l'inclusion et d'éviter le jugement. De je fais bien ou j'ai la bonne solution et les autres ne l'ont pas. C'est d'être capable d'avoir de la bienveillance aussi dans le rapport aux autres pour ne pas que la haine, la division qui nous guette et qui est déjà très forte dans les mouvements politiques prenne le dessus. Et d'être dans une logique plutôt participative qui ne veut pas dire bisounours, parce que je mets quiconque au défi de faire de la participation, c'est exigeant, c'est difficile. Écouter l'autre, c'est compliqué. Attendre son tour de parole, parler à son rythme avec un bâton sacré comme faisaient les anciens, ce sont des outils justement intéressants qui permettent aussi d'être le plus efficient dans les projets de transition dont on sait que 60% échouent avant même d'avoir commencé à cause du facteur humain, à cause des problèmes d'ego. Et pour moi, c'est l'intelligence collective en cercle. Ça fait partie de la donne, de vivre le cercle, c'est-à-dire que tout le monde a la même place dans un cercle et on est au sol. C'est pareil, il n'y a personne qui domine l'autre. Aline évoque ici les cercles de femmes qu'elle accompagne dans sa pratique de travail qui relie. On est tous, j'aime bien de dire aux femmes, on est comme un collier de perles. Et chaque perle rend ce collier très beau. Voilà, c'est comme des petites pierres dans la rivière tumultueuse. C'est des pierres de lumière, de vérité, d'intégrité et de créativité, tu vois. On invente. On ne sait pas, on invente. Ce vécu-là, il permet assez rapidement de sortir de la compétition. C'est-à-dire, dans mon cercle, il y a Pierre-Paul qui s'y connaît en vidéo, etc. Ah, super, j'ai pas besoin de développer cette compétence, elle existe dans mon cercle. Ça permet d'offrir le meilleur de soi-même sans être obligé de faire tout ce qu'on ne sait pas faire et de devoir l'apprendre. Donc on sort de la compétition et on rentre vraiment dans le pouvoir dans la synergie des pouvoirs en fait. Et donc il y a quelque chose de hyper apaisant. Ouais, mais il faudrait se battre contre la 5G, etc. Ah, mais super, Cécile est en train de le faire. Ok, je peux me décharger de ça parce que moi, je suis en train de faire du TQR avec les femmes et j'ai pas le temps de me battre contre la 5G. C'est pas grave. Dans mon cercle, il y a Cécile, elle se bat contre la 5G. Et dans des cas sensibles, dans des cas où il y a de la justice à poser, où il y a de la réparation profonde, où il y a eu des actes graves, de viol, de meurtre, de guerre, etc., ce temps doit encore être plus long.
Parce que là, il y a un temps d'écoute de l'ensemble des souffrances, etc. posées. Et ce que je ressens dans l'intelligence collective, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a une qui fait une traversée où elle guérit, tout le cercle guérit. Parce qu'il y a de la connexion. Donc il y en a une qui ose un truc, elle fait un gros grid de passage, par exemple par rapport au viol de son père, et elle se dégage, et j'en sais rien, parce que je dis ça parce que c'est extrêmement présent, c'est presque une femme sur deux. Donc c'est très 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 présent, hein, et c'est pas des femmes du quart-monde. Hein. Et donc il faut se rappeler qu'en 2019, c'est hyper présent en fait. Mais on n'en parle pas, c'est tabou à mort, un père qui viole sa fille. Hein. Donc il y en a beaucoup qui sont obligés de traverser ça en fait, hein, pour se dépatouiller de ça, sortir de cette victimisation, rentrer dans un autre rapport aux hommes et à l'autre. Et à chaque fois qu'il y a une femme qui guérit, on sent la déflagration dans tout le cercle en fait. Et tu as tout le cercle qui change d'énergie. Et donc quand cette intelligence collective est là, que cette connexion existe, à chaque fois qu'il y a une personne qui guérit, celles qui sont connectées à cette personne guérissent en même temps. C'est super beau. Ces derniers propos d'Aline orientent mes pas vers un thème que je n'avais pas vraiment prévu d'aborder. Je craignais qu'il soit hors sujet, mais il s'avère qu'il est au centre. Il parle des rapports entre les femmes et les hommes, entre le féminin et le masculin. Je ne suis pas sûr d'être bien outillé, ni très légitime pour l'aborder, mais finalement je crois que ça peut me faire progresser.